Bonjour Aurélien Duchesne. Bonjour. Vous venez de sortir La Russie de Poutine contre l'Occident aux éditions Erol. Pourquoi l'idée de ce livre? Pourquoi l'avez-vous sorti? Pour comprendre ce qui nous attend au-delà de la guerre d'Ukraine, quelles peuvent être les cibles, par exemple, de l'impérialisme russe, comprendre aussi quels sont les ressorts de la puissance russe, de sa résilience au niveau économique, au niveau militaire, et surtout comprendre quels sont les ressorts de cette confrontation entre la Russie de Poutine et l'Occident, quels en sont les ressorts idéologiques, par exemple, et qu'est-ce qu'on peut attendre du régime russe, par exemple, dans sa dérive toujours plus radicale, toujours plus nationaliste, jusqu'à une potentielle confrontation armée entre la Russie et l'Occident. Et dans votre livre, vous dites Mm, que cette puissance russe, que le pouvoir russe est aujourd'hui sous-estimé mm, en Europe notamment. mm. Pourquoi cette puissance est sous-estimée aujourd'hui? On la sous-estime alors déjà en termes de puissance brute, au niveau économique par exemple, on a souvent l'habitude de dire, de manière assez caricaturale, que la Russie c'est le PIB de l'Espagne. La réalité c'est que la Russie, si vous regardez par exemple la parité de pouvoir d'achat, ça reste la quatrième économie mondiale. Ça se traduit dans des dépenses militaires par des dépenses réelles qui sont 3 fois plus élevées que ce que laissent penser les statistiques couramment employées, qui rapportent la Russie à un budget qui serait à peine le double de celui de la France au niveau militaire. Et la puissance russe est aussi sous-estimée dans la volonté de puissance. On parle de la Derjavnost, c'est-à-dire l'obsession d'un culte de vocation qu'aurait la Russie d'être une grande puissance ou de le redevenir. Et autant la Russie n'a pas tous les moyens de cette vocation de puissance, au plan économique par exemple, on parle d'un pays avec une espérance de vie qui est voisine de celle de beaucoup de pays d'Afrique par exemple, ou d'un pays dont un tiers de la population est dans un véritable niveau de sous-développement, mais c'est un pays qui, malgré tout, se donne les moyens d'une économie de guerre qui peut durer encore des années. C'est en ça que la puissance russe est sous-estimée, c'est dans les moyens de sa puissance et dans sa volonté de puissance. Mais il y a quand même, on la voit aujourd'hui Hum, patiner quand même hum, en Ukraine. Beaucoup d'observateurs et d'analystes hum, ou de spécialistes de la Russie ou de cette zone géographique se disent donc peut-être légitimement, hum, mais quel intérêt aurait la Russie de risquer une vraie hum. confrontation avec l'Europe ou l'OTAN alors qu'elle patine aujourd'hui en Ukraine? Il est sûr que la Russie a perdu des plumes évidemment en Ukraine. Si l'on prend le seul plan militaire, elle a encaissé l'équivalent de 700 000 pertes, davantage de blessés, mais peut-être 150 000 morts par exemple. Elle a perdu plus de chars qu'elle n'en avait en dotation au début de la guerre. On parle de 3 000 chars d'assaut. Mais la Russie fait montre, on le sait, d'une résilience qui a été systématiquement sous-estimée. Et surtout, la question n'est pas de savoir si la Russie, par exemple, voudrait déclencher volontairement une guerre totale contre l'OTAN. Ce scénario-là est extrêmement improbable, mais les scénarios plausibles sont ceux d'une Russie qui, premièrement, pourrait s'attaquer à une alliance atlantique qu'elle jugerait affaiblie. Par exemple, si la garantie de sécurité américaine devait s'affaiblir. Et surtout, elle pourrait tenter, et c'est à mon sens le scénario le plus sérieux, un test contre l'article 5. L'article 5 de l'OTAN, qui fixe la solidarité entre les États membres, avec l'idée que une attaque contre un État membre de l'OTAN vaut pour une attaque contre tous les États membres. Le risque, c'est que la Russie veuille tester le seuil à partir duquel nous invoquerions cet article 5 et qu'elle débouche sur une guerre sans même l'avoir voulu initialement. Et il y a, est-ce que vous sentez, on sent dans vos pages quand même que vous décrivez une certaine radicalisation aussi du pouvoir russe et notamment de l'entourage de Poutine et de Poutine lui-même. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces dynamiques? Il y a une dynamique d'abord idéologique. Au-delà de la radicalisation, il y a une idéologisation du pouvoir russe. Ça reste un pouvoir qui est extrêmement opportuniste, mais qui n'est plus, comme on a pu le dire il y a encore 10 ans, post-idéologique. On parle d'un régime qui se radicalise au cours d'un corpus cohérent, quoique composite, avec des repères comme Ivan Ilin, qui est devenu le penseur officiel de la Russie de Poutine. Ivan Ilin, pour donner cet exemple, était un penseur proche du fascisme, qui avait applaudi la prise de pouvoir par les nazis en Allemagne en 1933. Le fait que Poutine en vienne aujourd'hui à mettre en avant de telles figures, aussi bien dans ses discours que dans les manuels scolaires, ça nous renseigne sur cette dérive idéologique du pouvoir russe. Et il y a la radicalisation du régime russe aussi dans sa composition. On parlait encore il y a quelques années d'un régime clanique, où vous aviez d'un côté les fameux oligarques, de l'autre les élites économiques, plus favorables
à une relation apaisée avec les Occidentaux, et enfin les fameux Siloviki, dont est issu Poutine lui-même. Les Siloviki, issus des structures de force du régime soviétique, comme les services secrets, ces Siloviki aujourd'hui dominent sans conteste tout l'État russe. Les élites économiques se sont mis à leur service ou laissent faire, et il est très probable que l'éventuel successeur ou tombeur de Vladimir Poutine vienne de leur rang. Je pense notamment à des personnalités montantes comme Alexei Dumin, issu comme Poutine du monde des services secrets et du monde militaire. Tout ça, la dérive idéologique et la prise de pouvoir totale par les Siloviki, ça montre une radicalisation du régime qui n'est pas juste une parenthèse. On a longtemps dit, pour terminer là-dessus, que la dérive observée après l'annexion de la Crimée était une poussée de fièvre du régime qui cherchait, par exemple, à détourner l'attention de la population des vrais problèmes, notamment économiques. Cette dérive-là, elle est là pour durer. On est passé dans un nouveau régime qui est plus qu'une démocrature et qui présente des caractéristiques proches, pour le coup, du fascisme. Est-ce que vous sentez qu'en France ou en Allemagne ou dans des pays qu'on a souvent dit naïfs vis-à-vis de la Russie, notamment avant l'invasion à grande échelle du 24 février 2022, est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience sur ce qu'est vraiment le régime russe aujourd'hui? Il y a une prise de conscience du fait qu'on ne peut plus rien exclure, c'est-à-dire que les mêmes experts qui expliquaient avant l'invasion de l'Ukraine que celle-ci n'aurait jamais lieu et qui expliquaient encore avant que Poutine n'aurait aucune revendication territoriale, puis qu'il se limiterait à la Crimée parce que c'était un territoire particulièrement cher aux yeux du régime russe, les mêmes aujourd'hui n'osent plus écarter d'un revers de la main l'idée que Poutine pourrait tenter quelque chose au-delà de l'Ukraine. De la même manière, on regarde tous les discours de réveil depuis 2022, vous citiez l'Allemagne, le fameux Zeitenwende, ou changement d'air en allemand, montre une vraie prise de conscience du besoin, par exemple, de ne plus être pris au dépourvu par une nouvelle surprise stratégique du type de celle de la guerre d'Ukraine. Mais cette prise de conscience, elle n'est qu'à mi-parcours. D'abord parce que l'idée d'un conflit entre la Russie et l'Occident reste tellement improbable aux yeux des décideurs politiques que ça se retrouve dans notre effort de défense. La France loue à juste titre le fait d'atteindre désormais les 2% du produit intérieur brut alloué à sa défense. Ça, c'était déjà le minimum requis il y a quelques années encore, quand nous ne faisions pas face à un tel niveau de menace. Il faudrait atteindre les 3% du PIB pour être simplement au niveau qui était le nôtre au sortir de la guerre froide. Et enfin, ce qui montre qu'on n'a peut-être pas encore totalement pris la mesure de la dérive de la Russie, c'est aussi quand on sous-estime le fait qu'il n'y ait plus de retour possible en arrière. D'aucuns en Allemagne, là encore, mais aussi en France ou encore au Royaume-Uni, sont dans l'idée que quand on traitera inévitablement avec le régime russe sur, par exemple, la cession de territoire ukrainien aujourd'hui occupé par l'armée russe, on peine à comprendre quelle est la véritable dérive, encore une fois, fascisante du régime russe et le fait que la Russie de Poutine n'est plus une simple puissance autoritaire révisionniste, mais un véritable empire revanchard qui est tout entier tourné vers une potentielle confrontation armée avec nous. Donc vous, ce que vous préconisez quand même, c'est d'adopter plus ou Mmh. moins le point de vue des pays baltes Mmh. ou de la Pologne aujourd'hui Mmh. qui ont un regard lucide Mmh. sur le régime russe. Ces pays d'Europe centrale et orientale dont vous parlez, il faut tout d'abord qu'on adopte leur rationalité. Parce qu'eux-mêmes ont mieux compris que nous la rationalité qui était celle du régime russe. Lorsque les Polonais ou les Baltes alertaient depuis des années sur les risques d'invasion de pays voisins de la Russie, la réponse des Français et des Allemands était, premièrement, que c'était au mieux de la part de ces pays une hystérisation de la menace russe pour, par exemple, se garantir la protection américaine, ou au pire, une russophobie atavique, nourrie par l'histoire, par le précédent de 50 ans d'occupation soviétique. Eux avaient compris que la rationalité des dirigeants russes n'est pas la même que la nôtre, que ce qui peut nous paraître totalement irrationnel en termes d'intérêt, tel qu'une invasion de l'Ukraine, avec toutes les sanctions économiques, avec les pertes massives enregistrées par la Russie, ça paraît tout à fait rationnel du côté russe, dans leur vision des rapports de force, dans leur idée que la force prime sur tout, notamment sur le droit. Donc la première chose qu'il faut adopter de ces pays, c'est vraiment leur compréhension de la réalité de l'impérialisme russe, du fait que la Russie se donne les moyens de ses ambitions,
Et la deuxième chose peut-être qu'il faut emprunter à ces pays d'Europe centrale et orientale, c'est aussi comprendre que si on n'arrête pas la Russie en Ukraine, en y mettant tous les moyens, chaque concession que l'on pense faire aux dirigeants russes est vue chez eux non pas comme une main tendue, mais comme un recul et comme un espace à occuper. On n'a pas écouté les pays d'Europe centrale et orientale quand ils disaient que céder en Géorgie revenait à céder demain en Ukraine. Puis on a cédé dans le Donbass et en Crimée. On a cédé encore, je pourrais multiplier les exemples à l'infini, en Syrie. Ce que nous disent les Polonais ou les Baltes, et pas que les Tchèques par exemple, c'est que si nous cédons demain en Ukraine avec l'idée que Poutine n'ira pas au-delà, avec tous les sacrifices consentis par l'armée russe, il sera incité à recommencer cette fois, par exemple, contre les pays baltes ou encore contre la Moldavie. Mais qu'est-ce que vous préconisez? Parce qu'il y a quand même ce discours qui est en train de prendre en France ou même aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne surtout, sur effectivement ces négociations qui arrivent avec le retour de Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier. On voit les perspectives des négociations arriver et il y a quand même cette volonté d'un certain nombre de dirigeants politiques de faire quand même des concessions à la Russie. Alors on voit quand même que des pays comme la France, la Grande-Bretagne, avec la Pologne, l'Italie, de créer une coalition pour justement renforcer la présence européenne en Ukraine. Mais il y aura quand même, on se doute, à la fin des négociations, peut-être des lourdes concessions de l'Ukraine et notamment des concessions territoriales vis-à-vis de la Russie. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, aujourd'hui, sur le conflit ukrainien? La première chose est de comprendre à quel point Poutine n'a pas totalement le temps pour lui. C'est-à-dire que quand on parle des concessions inévitables, on se met dans la perspective justifiée aujourd'hui au regard du rapport de force sur le terrain, que le temps ne joue qu'en faveur de Poutine, en faveur du rouleau compresseur russe qui avancerait au prix de pertes massives, mais de manière, comment dire, inarrêtable. La réalité est que quand vous regardez par exemple l'état de l'économie russe, on parle d'une économie avec un taux directeur de la Banque centrale russe extrêmement élevé, 21% aujourd'hui, peut-être encore davantage dès les prochains mois, avec en parallèle une inflation qui reste très élevée, un rouble qui dévisse, et un pouvoir russe qui, quoi qu'on en dise, a de plus en plus de mal à financer ses dépenses militaires du fait des sanctions internationales. Il commence à agir comme un poison lent. Ça, c'est un premier exemple, que la Russie ne peut pas continuer indéfiniment sur cette pente. Et le deuxième exemple est qu'au niveau militaire, la Russie arrive non pas encore à de vraies difficultés de recrutement, mais à des plafonds, et surtout que tous les matériels aujourd'hui puisés massivement par les forces russes dans les vieux parcs soviétiques de blindés, de canons datant de la guerre froide, ils pourraient s'épuiser ces parcs à l'horizon 2026, voire 2027 au maximum. Quand on a ces paramètres en tête, on se rend compte, et c'est ce que disent les Ukrainiens, que si on augmente encore le soutien occidental dans l'année qui vient, au lieu de se mettre dans l'idée que le conflit va se geler et qu'on arrive à une guerre d'usure, euh, là on comprend à quel point dès l'an prochain, la Russie peut montrer de vrais signes de faiblesse. Et la deuxième chose, quand on parle d'un envoi éventuel de troupes en Ukraine, on a tendance à caricaturer le débat entre ceux, les mêmes encore une fois, qui nous disaient que envoyer des canons César ou des HIMARS, puis des chars, puis des avions serait systématiquement la ligne rouge de trop qui ferait que Poutine finirait par nous menacer d'une guerre nucléaire. Il n'en a rien été à chaque fois. Il y a une solution médiane qui n'est pas forcément d'envoyer des troupes combattre aux côtés des Ukrainiens, mais par exemple d'alléger le fardeau des Ukrainiens en déployant des troupes près de la frontière biélorusse. Ça permettrait aux Ukrainiens, très concrètement, de prélever des dizaines de milliers de soldats aujourd'hui affectés à la défense du nord du pays pour les envoyer sur le front de l'Est, dans le Donbass, ou encore, et j'en termine là-dessus, solution qui peut être très utile pour les Ukrainiens avec un minimum de risque pour les forces occidentales, ce serait pour les Occidentaux, notamment la France, d'assurer la protection de villes de l'ouest ukrainien, à l'ouest du Dniepr, pour, par exemple, empêcher la Russie de bombarder massivement des villes comme Kiev ou Lviv ou encore Odessa. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est aussi qu'effectivement, on sent peut-être la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, l'Italie, une volonté d'accroître leur soutien maintenant à l'Ukraine, alors que les perspectives de négociation arrivent, et que Trump, lui, risque d'arriver en disant, de toute façon, les négociations sont la seule perspective plausible, sinon, de toute façon, nous arrêtons l'aide américaine. Est-ce que les Européens
ont aujourd'hui le poids pour suffisamment aider l'Ukraine à tenir peut-être une année supplémentaire, une année cruciale, pour justement que la Russie commence à montrer de vrais signes de faiblesse et que effectivement l'Ukraine ne soit pas obligée d'avoir de trop lourdes concessions territoriales. Les Européens commencent vraiment à rééquilibrer par rapport aux Américains en termes d'aide à l'Ukraine. Au plan financier, par exemple, euh, l'aide européenne permet la viabilité de l'État ukrainien en économie de guerre, permet à l'État ukrainien de continuer à fonctionner, d'entretenir la vie civile. Sans l'aide européenne, ce ne serait pas le cas. Donc les Européens prennent de plus en plus une certaine forme d'autonomie dans ce soutien-là, qui est vital vraiment pour la survie de l'Ukraine. Et au niveau militaire, non seulement l'aide cumulée des États européens fait de plus en plus la différence sur le terrain, il y a l'aide qualitative, celle des Français par exemple, ou des Britanniques, avec des équipements dernier cri comme des missiles capables de frapper la profondeur du territoire russe, ou des canons César, je n'entre pas dans les détails, mais qui font la différence s'agissant, là encore, de pouvoir, par exemple, frapper des cibles stratégiques tout en étant à l'abri des contre-batteries russes. Tout ça, ça réduit notre dépendance à l'égard des États-Unis et donc ça augmente notre poids dans le rapport de force pour empêcher que les Américains ne fassent pression sur l'Ukraine pour des concessions sans qu'elle le veuille. Et le deuxième aspect, c'est que dans le temps long, si je prends un exemple vraiment vital, là encore, celui des obus, des munitions d'artillerie, les Européens augmentent de plus en plus leur production et donc leur livraison à l'Ukraine. On parle désormais de produire 1,5 million d'obus par an au niveau des 27 États de l'Union européenne. C'est 2 fois moins que la Russie aujourd'hui, mais c'est tellement plus que ce qu'on faisait il y a 2 ans. Et bien là encore, si on continue sur cette lancée, ça veut dire que l'Europe est capable, non pas forcément de donner à l'Ukraine les moyens de gagner, en tout cas pas dans la lancée actuelle, mais à l'Ukraine de tenir. Et tout ça, cette autonomisation par rapport aux États-Unis, fait que les États-Unis ne pourront non seulement pas décider seuls du sort de l'Ukraine sur le dos des Ukrainiens, mais ça permet surtout aux Européens de tenir le rapport de force avec les Américains pour leur faire comprendre que le temps ne joue pas totalement en faveur des Russes et que l'Ukraine est encore capable de tenir au moins 1 an sur ce rythme-là. Pour revenir à votre livre, vous faites plusieurs scénarios de prospective de conflits éventuels entre la Russie et certaines régions de l'Europe, les Baltes et même les Balkans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces scénarios? Si on prend le scénario balte, qui serait lui-même dans le scénario d'un test russe contre l'article 5 de l'OTAN, ce qu'il ne faut pas envisager, c'est le scénario à l'ukrainienne, c'est-à-dire des revendications territoriales indispensables aux yeux des Russes. Les Russes ne voient pas les pays baltes de la même manière qu'ils voyaient les Ukrainiens. Prendre Tallinn n'est pas aussi cher à leurs yeux que de prendre la Crimée, par exemple. Et il ne faut pas non plus envisager le scénario d'une invasion totale analogue à celui que subissent les Ukrainiens. En revanche, la mise en application d'un test russe contre l'OTAN pourrait consister par exemple en une opération limitée contre des localités dans les pays baltes, une opération militaire qui serait suffisamment humiliante contre les Occidentaux pour que le régime russe puisse se targuer d'une victoire, mais qui serait suffisamment limitée pour que nous, Occidentaux, n'ayons pas non plus à juger inévitable un conflit contre les Russes. Ça peut être ça le calcul russe, qui peut être un mauvais calcul et déboucher sur une guerre totale entre les Occidentaux et les Russes. Et la mise en application en termes impérialistes, par exemple, d'un tel scénario, ça repose sur une notion qui me faisait dire que Poutine envahira l'Ukraine et qui, à mon sens, est la raison première de cette invasion, c'est l'idée d'un monde russe. Le monde russe, ce sont des terres, des populations de russophones, de russes ethniques, dont la Russie estime qu'elle a un droit de regard sur elle. Et aux pays baltes, vous avez 25 à 20% de russophones et de russes ethniques en Lettonie et surtout en Estonie. Vous prenez des villes comme Narva, ville russe à 90%, russe au plan ethnique, à la frontière entre l'Estonie et la Russie. C'est le genre de cible dont les Estoniens vous disent qu'elle pourrait être attaquée dans les prochaines années par les Russes. Une experte estonienne interrogée pour ce livre m'explique qu'aujourd'hui, les Estoniens s'attendent très clairement à ce qu'à un horizon de 3 à 5 ans, les Russes tentent une opération de type Petits Hommes Verts, c'est le nom qu'on avait donné aux forces spéciales russes envoyées en Crimée,
Il prétexterait par exemple d'un génocide ou d'une persécution des russophones par le pouvoir estonien. La Russie dirait qu'elle a un motif humanitaire qui est dans la constitution de la Russie. La Russie dit dans sa constitution qu'elle doit protéger tous les Russes où qu'ils se trouvent. Et là, le scénario, c'est celui où les Russes peuvent tenter un coup de force contre nous. Reste à savoir si les Français, les Britanniques, les Allemands sont prêts à mourir pour Tallinn ou pour Riga. Et si nous le sommes, ça veut dire que là, on entre dans le scénario d'une confrontation directe avec l'armée russe. Ce que semble privilégier pour l'instant la Russie tout de même, plutôt qu'un conflit Hum, direct et un conflit armé, c'est quand même, est-ce que vous appelez le poison lent des hum, sanctions vers la Russie. Elle, la Russie, essaye de nous infliger un poison lent à travers le champ hum, informationnel. Et il y a cette volonté aujourd'hui de la Russie qu'on voit hum. dans les pays qui sont entre mer Baltique et mer Noire, de déstabiliser les pouvoirs en place. On voit aujourd'hui qu'en Hongrie, effectivement, le pouvoir en place n'est pas forcément pro-européen ou pro-OTAN. En Slovaquie, c'est la même chose. On voit que le discours pro-russe commence à pénétrer et pénètre depuis des années, mais commence à s'intensifier, par exemple en Roumanie. Et il y a cette volonté de détacher la Roumanie de pays comme la Pologne. Euh, Est-ce que aujourd'hui, le principal champ de bataille vis-à-vis de la Russie, il n'est pas aussi dans le champ informationnel? Les Russes parlent d'informationaya voïna. Voïna, c'est la guerre, parce que eux-mêmes, dans leur vision de cette lutte informationnelle, ils n'y voient pas qu'une question d'influence, de soft power. Ils y voient véritablement une guerre, à la fois de manière hybride, c'est-à-dire que dans le cas ukrainien, la déstabilisation politique du pays et la guerre d'influence allaient de pair avec des opérations armées, évidemment, sur le terrain, dans le Donbass par exemple, mais y compris s'agissant des Occidentaux. La Russie va au-delà de simplement propager d'un côté un narratif russe, un narratif par exemple pour pousser les opinions publiques à ce que les dirigeants occidentaux finissent par lâcher le soutien à l'Ukraine. Ça, c'est un vrai danger. Il y a aussi tout simplement l'idée d'entretenir les divisions au sein des sociétés occidentales. Et ça peut dégénérer pour deux raisons. La première, scénario très crédible, que la Russie veuille aller au-delà de tout ce qu'elle fait en Moldavie en termes de déstabilisation. Je rappelle que la Russie avait soutenu une sécession armée sanglante de la Moldavie, de la Transnistrie en Moldavie, dès 1992, comme quoi tout ça ne date pas de Poutine et tout ça ne date pas non plus de l'expansion de l'OTAN qui aurait provoqué la Russie. Je ferme cette parenthèse qui est à mon avis utile. Euh, il y a le risque donc d'une déstabilisation de la Moldavie qui pourrait finir par des troubles violents. Et ça dégénère potentiellement en crise armée. Ce scénario existe également dans les Balkans, où l'on sait par exemple que tout le travail de sape informationnel de la Russie vise aussi à déstabiliser un pays comme la Bosnie-Herzégovine, en jouant par exemple sur les velléités sécessionnistes des nationalistes serbes dans ce pays. Et dans un pays comme la France, on ne peut pas non plus sous-estimer le risque de troubles violents. On avait eu un précédent aux États-Unis qui peut arriver en France, où les ingérences informationnelles de la Russie, qui avaient beau se limiter aux réseaux sociaux, ont eu des conséquences violentes de la vie réelle. En 2016, pendant les fameuses ingérences russes dans la campagne présidentielle, les Russes avaient animé aussi bien des comptes d'extrême droite pro-Trump que des comptes plutôt à la gauche du Parti démocrate qui, eux, jouaient sur le ras-le-bol envers les violences policières, par exemple. Et il y avait une volonté établie qui a failli dégénérer de créer des émeutes à dimension raciale ou de jouer sur les bords les plus violents, à gauche comme à droite, aux États-Unis. En France, on voit de plus en plus à quel point nous sommes victimes au plan stratégique de la désinformation russe en Afrique, mais aussi au sein des diasporas des pays africains en France, où la Russie joue sur le ressentiment de certaines minorités, tout en jouant, on le sait, sur le ressentiment d'électeurs qui penchent de plus en plus vers l'extrême droite, vers les populistes anti-européens. Eh bien, cette stratégie russe de jouer sur la polarisation, la division de société, ça peut déboucher sur quelque chose qui peut faire des morts, tout simplement. Vous prenez ce qu'il s'est passé en Afrique avec une propagande de plus en plus véhémente envers la France, qui a conduit, par exemple, à ce que des soldats français soient menacés sur notre sol. On a vu également
au début de cette année, que gare de Lyon, il y avait un ressortissant malien qui avait voulu poignarder des gens et sur son compte TikTok ou sur Instagram, il reprenait les éléments de langage de la propagande russe. Mettons que demain, vous ayez une fake news russe qui vienne envenimer une situation violente, voire en créer une, et ça se finisse par des morts. On sait à quel point en France, il y a des informations, a pu y avoir des morts. On a eu le cas de Samuel Paty. Si demain, on peut prouver que c'est une guerre informationnelle russe, une campagne de désinformation russe qui a débouché sur des morts en France, en Allemagne ou d'autres pays européens, quelle serait notre réaction? Est-ce que justement, enfin moi j'ai vu passer cette blague sur X il y a quelques jours qui disait que effectivement en ce moment le terme de guerre hybride ou d'attaque hybride était très à la mode et en fait justement pour masquer le fait que nous étions en guerre ou directement attaqués. Qu'en fait on disait que on subissait des attaques hybrides pour pas dire que nous subissions des attaques parce que justement ça nous forcerait à réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous avez tout à fait raison. Si on disait des attaques russes au lieu d'attaques hybrides, la qualification des attaques serait pas la même et la réponse à y apporter aussi. Et de plus en plus concrètement, et ça fait partie de la panoplie d'agressions russes qui ne sont pas de l'intervention militaire directe, mais qui nous sont de plus en plus dommageables, au même titre que la guerre de l'information. C'est que vous avez, par exemple, des attaques de type sabotage, cyberattaques, voire des menaces directes contre des dirigeants occidentaux de la part des Russes. Il est prouvé que la Russie, par exemple, aurait cherché ou menacé de le faire à assassiner le dirigeant de l'entreprise allemande de l'armement Rheinmetall. On a de plus en plus de preuves aussi que la Russie est dans des sabotages d'infrastructures critiques dans des pays comme la Pologne ou encore les pays baltes. Si demain, parce que ce sont des scénarios qui sont de plus en plus tangibles, la Russie en vient à aller trop loin dans une opération de cyberattaque. Je rappelle que la Russie a causé le premier vrai acte de cyberguerre contre l'Estonie en 2007, au motif d'ailleurs de protéger la minorité russophone. Si demain on a des morts parce qu'une opération de sabotage russe aura par exemple causé des dégâts dans une usine chimique ou d'armement, évidemment c'est une cible crédible pour les Russes, ou que demain un dirigeant occidental est assassiné par les services russes, parce que eux n'ont pas de pudeur à le faire dans des pays qui relèvent de leur sphère entre guillemets d'influence à eux, ils auront de moins en moins de pudeur demain à tuer potentiellement un député par exemple français qui serait trop engagé dans le soutien à l'Ukraine à leur goût. Là encore, quelle est notre réaction? On ne parle pas d'acte de guerre, on ne parle pas de chars dans les rues de Varsovie, mais on parle d'un sabotage russe qui serait une attaque hybride. Mais si on parle de tuer des ressortissants français ou allemands, est-ce qu'on n'est plus dans l'attaque hybride, mais dans l'acte de guerre tout court? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un Français de 25, 26 ans se met à écrire sur le régime de Poutine, se met à s'intéresser de plus en plus à ce régime? Est-ce que vous sentez que au niveau générationnel, il y a une prise de conscience de ce qu'est la Russie de Poutine, ou est-ce qu'on en est toujours au même niveau qu'avant le 24 février 2022? Il y a une prise de conscience déjà générationnelle qui porte aussi bien sur le réveil face à la menace russe globalement, c'est-à-dire qu'avant le 24 février, en France, ce n'était pas évidemment le cas dans les pays plus à l'Est, en France, il y avait déjà eu le réveil du Bataclan. Notre génération, nous avons été très nombreux à nous tourner vers des métiers de la défense, de la sécurité ou des relations internationales du fait qu'on a eu des centaines de morts dans nos rues depuis 2015. Il y avait eu ce premier coup de semonce, du retour, on avait parlé du retour du tragique dans l'histoire, c'est encore plus manifeste depuis le 24 février. Et ce qui a changé au niveau générationnel, c'est que si je prends tous les jeunes qui étaient comme moi dans des masters ou des licences de relations internationales et qui voyaient la menace russe comme comment dire, un pantin agité par les Américains ou les Anglo-Saxons pour faire peur aux Européens et justifier l'existence de l'OTAN, par exemple, on en était là, ces discours-là aujourd'hui sont devenus beaucoup plus minoritaires. Il est devenu extrêmement minoritaire aujourd'hui de dire que la menace russe n'existe pas ou d'exclure l'idée que la Russie nous menace, nous livre déjà une guerre informationnelle dont on parlait à l'instant. Ça déjà, c'est un vrai marqueur générationnel. C'est que notre génération aura totalement rompu avec ces 30 ans
on a parlé des dividendes de la paix, c'est-à-dire l'idée que les guerres majeures étaient derrière nous et que on pouvait se reposer sur nos lauriers en termes de sécurité. Tout ça s'est dépassé. Et je dirais que la deuxième prise de conscience, nous étions très peu à nous intéresser vraiment aux dangers que représentait le régime russe, quand on parlait de l'invasion de l'Ukraine à venir, quand on disait, comme vous le faisiez, que la France devait se rapprocher des pays d'Europe centrale et orientale, y compris face à la Russie. C'était un discours très minoritaire. Euh, eh bien, je dirais que ce qui m'a poussé, moi, à mon niveau, à écrire sur le régime russe, c'est aussi l'idée que, il y a un combat à mener sur les prochaines années, que le réveil en demi-teinte qu'on a observé face au régime russe, euh, il faut qu'il se maintienne, qu'on n'en soit pas dans 2 ou 3 ans, si le conflit ukrainien devait être gelé sur la ligne de front, à se rendormir, à se dire qu'il y a eu une poussée de fièvre, qu'il y a eu une séquence d'hystérie collective face à la Russie, mais tout ça c'est derrière nous. Ça, c'est le risque d'ailleurs. Et notre génération, je dirais, ça va être un de ces combats. C'est-à-dire qu'on en a pour 25 ans à faire face à ce régime. On en a pour encore une génération au minimum à faire face à la dérive de la Russie de Poutine ou de son successeur, qui fera probablement la même politique que lui. Et c'est ça peut-être le combat générationnel. Et pour finir, est-ce que vous pourriez conseiller à ceux qui nous regardent 2 ou 3 livres qui vous ont marqué pour écrire votre livre et dont vous conseillez la lecture? Ben, tout d'abord, de lire simplement les pamphlets écrits parfois par Poutine lui-même. Pour donner un titre, j'invite à lire l'essai pseudo-historique qu'avait écrit Poutine sur, je le cite, l'unité des peuples russes et ukrainiens. Parce que tout ça, ça montre à quel point ce n'est pas juste un discours d'estrade de Poutine, mais un vrai projet impérialiste. J'invite également à lire les penseurs que cite là encore Poutine lui-même. Je pense notamment à Nos missions, ouvrage d'Ivan Ilyin auquel se réfère Poutine et qui est vraiment un ouvrage extrêmement dangereux parce qu'il fixe une pensée fascisante clé en main pour le Kremlin. Et on voit de plus en plus que Poutine met en application ce genre de lecture. Et si je devais citer une troisième lecture sur le régime russe et sur ce que nous vivons, je conseillerais peut-être Notre guerre de Nicolas Tenzer. Pourquoi? Parce que Nicolas Tenzer fait partie de ceux qui ont été caricaturés pendant des années. On l'a pris pour un fou, on l'a pris pour un va-t-en-guerre. Il a eu raison sur presque toute la ligne s'agissant du régime russe. Et son livre Notre guerre, c'est aussi quelque part un programme, là encore de notre côté, c'est-à-dire de comprendre que ce qui se joue en Ukraine, c'est notre sécurité, nos valeurs. C'est une bataille qui va au-delà de l'Ukraine, que décrit Bruno Tertrais dans son livre La guerre des mondes, que je recommande également. Une bataille entre démocratie libérale et empire autoritaire qui ne s'arrêtera pas à l'Ukraine et qui montre que se défendre en Ukraine, c'est aussi demain se défendre potentiellement à Taïwan ou se défendre potentiellement sur le flanc est de l'OTAN. Merci Aurélien Merci à Duchel. vous. Je rappelle que vous publiez aux éditions Erol La Russie de Poutine contre l'Occident, dont je recommande fortement la Merci à vous. lecture. À bientôt.